de Cédric l'est pas tout à fait. Je voudrais juste rappeler que je suis au particulier et pas au revenu. Oui, ma fangalourchet, comme on dit. Oh là là. Bon, Frédéric Durand-Bazin, rédacteur en chef donc au magazine Le Revenu, dans le particulier. On a bien compris, c'est le S'il vous particulier. plaît. Tiens, on va parler de vin cette semaine. Certains gestionnaires de patrimoine proposent à leurs clients d'investir dans le vin via des fonds de placement. Il faut dire que la valeur des grands crus n'a pas arrêté de progresser ces dernières années. Effectivement, à chaque fois qu'on est dans une situation de crise, et c'est vrai que nous on la connaît depuis 2008, on a toujours vu les gestionnaires de patrimoine ou les gérants de fonds sortir des produits un peu exotiques en se disant bon, on va jouer la carte de la diversification, on va essayer de se décorréler des marchés. Et là, c'est tombé sur le vin. Alors pourquoi pas? C'est vrai que il y a structurellement une appétence pour le vin parce que c'est d'abord c'est un produit de luxe. Je parle des grands crus, qui attire le monde entier. La production française est quand même une production limitée. On sait que même si la demande est importante, l'offre ne pourra pas s'élargir dans tous les sens. Donc ce qui fait que structurellement, plus vous avez de demandes et si l'offre ne bouge pas, a priori, les prix vont monter. Donc c'est ce qui s'est passé sur un certain nombre de crus. Alors, il y a un indice qui s'appelle le LiveX, qui est édité par la London International Witness Exchange, qui est un peu une sorte de courtier en Angleterre, qui a montré qu'entre 2004 et octobre 2012, les grands crus de Bordeaux ont augmenté de 258%, à mettre en perspective avec le CAC 40, qui lui a perdu 2,22%. Oui. Donc c'est vrai que ça fait rêver. Oui, plus 258% pour les cours du vin, c'est pas mal. Ouais. Alors c'est vrai que surtout pour les Bordeaux, sur cette période. Alors, on est d'accord, ça c'était sur les grands crus de Bordeaux. Mais le mouvement spéculatif, il se fait essentiellement quand même sur ces crus-là. Il y a une centaine de marques globalement qui sont spéculatives. C'est les premiers crus de la rive gauche, c'est Cheval Blanc, Ozone, Pavie, Angélus sur la rive droite. Voilà, donc il y a une centaine de marques qui font rêver comme ça, et beaucoup les Chinois justement en ce moment. Alors c'est parce que les cours des grands vins de Bordeaux et les autres aussi progressent beaucoup que les gérants proposent à leurs clients des produits financiers indexés au vin. Ouais. Alors la structuration de ces produits est toujours fait à peu près toujours de la même manière. Donc vous avez un premier type de produit, on essaye de bâtir pour vous une sorte de cave sur mesure. Donc c'est un peu le principe d'un certain nombre de sociétés, Patrywine, la bergère Wintners, Cavissima, RS Corp. Donc leur but, ils achètent des bouteilles, ils les mettent dans une cave, ils vont les conserver dans le Parfum de Genève, en Angleterre, à Bordeaux, dans des endroits sécurisés. Vous rentrez dans ce type de produit pour environ 10 000 € et vous laissez comme ça mûrir vos vins et mûrir votre placement. Et puis à la fin, quand vous voulez sortir, on vous promet éventuellement une certaine plus-value. Donc voilà comment fonctionne ce type de produit. On rappelle que souvent c'est dans des ports francs, comme on dit, pour en plus sortir des histoires de TVA. Exactement, comme ça on bénéficie d'une exonération de TVA, donc c'est tout gagnant. Voilà. Est-ce qu'il existe des fonds ou des six caves là, pas des caves, mais des fonds ou des six caves? Vous prenez 6 caves et vous avez une 6 caves. Voilà. Donc ça c'est fait. Oh là là. Mais oui, il existe des produits de gestion collective. Il en existe principalement 2 qui sont commercialisés en France. Alors le plus ancien c'est Elite Advisors, c'est une société luxembourgeoise qui a créé une SICAV de droit luxembourgeois qui s'appelle Noble Cru. Ça fait 5 ans qu'ils existent. Ils ont des performances qui sont plutôt de bonne qualité. Ils sont valorisés aujourd'hui à 120 millions d'euros sur le fond. Ils ont 60 000 bouteilles comme ça dans le port-franc de Genève. Donc eux, ils ont l'antériorité pour eux. Et il y a une autre société de gestion française, cette fois, qui s'appelle la financière d'Uzès, qui est rue d'Uzès à Paris, qui s'apprête à clôturer la collecte sur un fonds commun de placement qui va s'appeler Uzès Grand Cru. Et ces 2 fonds travaillent aussi de la même manière, mais ils achètent pour le compte de la société des grands crus, ils les valorisent, ils arbitrent les produits, et puis quand ils estiment qu'il y a une plus-value à faire, ils revendent ces produits sur le marché. Le vin, c'est bon, c'est liquide, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que c'est pour autant un placement gagnant à tous les coups ? C'est ce qu'on essaye de nous faire croire, et c'est là-dessus où nous on est un petit peu plus prudent. On l'avait déjà évoqué la semaine dernière. Il faut rappeler quand même que l'AMF a émis une alerte en décembre sur tous ces produits un peu exotiques qui vous proposent des rendements faramineux, souvent de l'ordre de 2 chiffres. Donc moi je rappelle, et on le fait systématiquement, que plus le rendement qu'on vous propose est important, plus le risque qui est lié est élevé. Donc ça c'est la première chose à savoir. Alors
les grands crus, bon, paraît-il qu'ils sont totalement décorrélés du marché économique. Moi, j'en doute un peu. On l'a vu plusieurs fois. Donc, ils ont subi une première attaque en 2008 à la suite de la crise financière. On a vu que la cote d'un certain nombre de vins s'est effondrée à ce moment-là. Le marché s'est rétréci. Les acheteurs habituels ne sont plus allés acheter les primeurs à Bordeaux. Donc forcément, ça a eu un impact direct sur les prix des bouteilles. Et puis là, depuis mi-2011, on assiste à une deuxième correction, on va dire, une deuxième vague de correction. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est essentiellement les Chinois qui sont sur le marché spéculatif. Ils ont porté, s'il fallait en citer qu'un, Lafite Rothschild vraiment au sommet. Si on prend l'exemple, par exemple, du millésime 2008, c'est un millésime qui s'est vendu 175 € TTC en prix primeur. Et cette cote a atteint, au moment du livrable, c'est-à-dire au moment où les vins ont été mis en bouteille et ont été mis sur le marché, la bouteille a atteint plus de 1100 €. C'est-à-dire qu'on a quasiment fait du x6 ou du x7 sur le prix de la bouteille. Ça, c'est un bon placement. Mais oui, mais sauf que à partir du moment où les Chinois n'en veulent plus, et ben, les prix retombent. Aujourd'hui, cette même bouteille, on la trouve plutôt entre 600 et 700 €. Alors ceux qui ont acheté à 1100, ils ont fait une mauvaise affaire. Ceux qui avaient acheté en primeur, ils continuent à faire une bonne affaire. Donc sur le marché du vin, comme sur le marché action, en quelque sorte, il faut savoir être réactif. Il faut, voilà, exactement, pouvoir faire les bons arbitrages au bon moment. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder comment ces fonds sont structurés. Est-ce que c'est eux qui vont faire les arbitrages ? Donc, est-ce qu'ils ont un gérant ou un spécialiste, un expert en vin qui va dire, bon ben voilà, on estime que tel cru aujourd'hui est à son apogée, donc on va les revendre pour faire nos arbitrages. Ou alors, est-ce qu'au contraire, l'arbitrage, c'est à vous de le faire? Donc, il y a un certain nombre de sociétés, c'est le cas de RS Corps notamment, où c'est au client de donner ses ordres d'arbitrage. Donc si vous n'êtes pas du tout dans le marché, si vous ne connaissez pas grand-chose, et il ne faut pas croire, hein, en France, on a les plus grands spécialistes du vin, paraît-il. Mais enfin, sauf que quand on creuse un peu, personne ne connaît grand-chose, surtout au marché du vin. Donc là, c'est un peu dangereux. Donc il faut mieux investir, si on veut investir dans ce type de produit, il faut mieux investir dans un produit qui s'assure de faire soi-même les bons arbitrages. Et en plus, il faut savoir sentir les modes les prochaines modes qui se préparent, celles qui sont en train de passer. Je pense par exemple au Bordeaux primeur. C'était très à la mode d'acheter des Bordeaux primeurs. Ça l'est un peu moins maintenant auprès des professionnels. Alors c'était très à la mode parce que traditionnellement, quand on achetait en primeur, c'est-à-dire à peu près 1 an et demi avant que la bouteille soit mise sur le marché, on était assuré de payer sa bouteille entre 10, 15, 20% moins cher que 2 ans plus tard. Donc c'est ce petit delta en fait financier qui permettait de faire une plus-value à la sortie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le marché s'est totalement modifié. La plus-value aujourd'hui, c'est les châteaux qui veulent la faire. C'est plus le négoce et ce sont plus les investisseurs. Ce qui fait qu'on peut voir désormais des bouteilles arriver sur le marché au moment du livrable moins chères qu'au moment des primeurs. C'est ce qui s'est passé par exemple pour Lafite 2010. Les vins sont sortis 10% moins chers que ce qu'on a pu les acheter en primeur. Donc là, c'était plutôt une mauvaise affaire. Oui. Donc ça, c'est de manière générale sur les primeurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a aussi un report des acheteurs sur la qualité des vins. Donc, jusqu'à il y a 2 ans, ils étaient très Bordeaux. Aujourd'hui, les investisseurs, je reprends toujours l'image de nos Asiatiques, eux, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est les grands Bourgognes. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'avec ce déplacement de mode, eh ben, finalement, ceux qui misaient sur les Bordeaux, ils vont se retrouver avec des stocks, ils ont sans doute du mal à les écouler. Et d'ailleurs, les cours des Bordeaux stagnent depuis quelques années, alors que les Bourgognes s'envolent. Ah bah exactement, oui, on voit le cours des Bourgognes qui s'envolent, mais pourquoi? Parce que la Bourgogne, c'est une surface viticole qui est 10 fois moins importante que celle de Bordeaux. C'est des tout petits domaines et c'est des noms qui font rêver. Romanée-Conti, ça fait rêver tous les amateurs. Rousseau à Chambertin, ça fait rêver tout le monde. Et surtout, vous savez que Romanée-Conti, c'est 1,5 hectare, 1,7 hectare. Donc vous allez produire 10 000 bouteilles. Quand à Cheval Blanc, vous allez en produire 60 000 et quand vous allez en produire 200 000 à Lafite. Donc vous voyez tout de suite le rapport. Quels sont les autres points qu'il faut impérativement vérifier avant d'investir? Alors, il faut vérifier la façon dont la société de gestion valorise les bouteilles. Ça, c'est primordial. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cote officielle. Ce n'est pas une bourse où vous pouvez vous référer au prix de marché. Il n'y a pas de teneur de marché. Donc, il y a plusieurs... Il n'y a même pas un type comme Artprice qui a fait une bid? Non.
même pas. En fait, vous avez plusieurs types de marchés suivant le marché sur lequel vous vous établissez. Donc vous avez, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a le LiveX qui est un marché de marchands qui établit une cote. Alors le LiveX c'est intéressant parce que c'est externalisé, c'est pas Bordeaux qui tient ça, c'est en Angleterre. Par contre le biais c'est que effectivement c'est très axé sur le marché anglais. Mais aujourd'hui le marché anglais n'est plus le marché central. Peut-être qu'il faudrait regarder du côté de Hong Kong qui est aujourd'hui la plaque tournante du vin. Donc il y a le LiveX. Après il y a une cote professionnelle qui est établie par les courtiers en vin de Bordeaux. Cette cote elle n'est pas publique. C'est une cote que chaque courtier établit pour son propre compte, qui est mêlée avec la cote des autres courtiers, et comme ça on a un prix de marché sur la place de Bordeaux. Donc ça c'est un deuxième élément. Et puis il y a un troisième élément, c'est les cotes qu'on peut trouver sur les ventes aux enchères. Il n'y a pas encore non plus de cote officielle. Il y a Ideal Wine qui tient une cote qui est plutôt bien faite sur les marchés aux enchères. Donc on peut s'y référer de manière assez... Mais c'est-à-dire qu'il y a de vraies incohérences ? Mais comme c'est pas les mêmes marchés, quand vous êtes sur les marchés des enchères, c'est plutôt les particuliers qui vont aller vendre aux enchères ou acheter. Mais le type qui veut vous vendre son fonds, il a tout intérêt à avoir des super bouteilles vachement cotées. Il n'y a rien qui nous dit que c'est vrai. Alors, aujourd'hui, on peut parler peut-être du cas d'Elite Advisor dont on a parlé tout à l'heure, qui est un peu sous le feu des critiques parce que justement, on leur a reproché de mettre des valorisations un peu farfelues. Oui. Alors, il y a un spécialiste, soi-disant, belge, qui s'est penché sur les valorisations d'Elite Advisors et qui a trouvé des choses qu'il trouvait incohérentes. Alors, à titre d'exemple, il a relevé, par exemple, une bouteille de Grand Cru Richebourg d'Henri Jaillet, qui est quand même le pape de la vinification en Bourgogne, qui est décédé il y a quelques années. Donc, ce Grand Cru de Richebourg s'est évalué à 15 573 € la bouteille. Ça fait quand même déjà bien par Noble Cru. Alors que d'après le LiveX, qui est l'indice marchand anglais, elle serait évaluée qu'à 8 000 €. Donc évidemment, on a deux évaluations qui sont quasi du simple au double. C'est la dilatation du vin, ça. Sauf que ce que n'oublie de nous dire ce spécialiste belge, c'est que sur le LiveX, il s'était pas vendu une bouteille depuis 5 ans. Et qu'évidemment, en 5 ans, le prix du vin évolue. Et donc on a trouvé... Moi j'ai fait une petite recherche très rapide sur Internet, et j'ai trouvé aujourd'hui sur un marchand anglais qui s'appelle Antique Wines Company, cette bouteille, je l'ai trouvée à 11 725 livres. Oui. Donc c'est-à-dire 14 500 €. Donc ça veut dire que la cote d'Elite Advisor, elle n'est peut-être pas si farfelue que ça. Et même Critis a vendu récemment 2 magnums de ce cru à Hong Kong pour 164 487 €, ce qui ressort la bouteille, si on devait la diviser, à plus de 41 000 €. Donc où est la vérité ? C'est formidable. C'est le problème. Où est la vérité ? Formidable marché. Quelle rentabilité doit-on attendre là pour nos téléspectateurs qui ont éventuellement envie d'investir dans un produit financier indexé sur le marché du vin? Quelle rentabilité moyenne faut-il attendre? À titre d'exemple, Uzès Grand Cru, donc la financière d'Uzès, eux, ils se sont calés sur l'OAT 5 ans. Comme ça, au moins, ils prennent pas de risque. Ouais. Quand l'OAT 5 ans faisait 0,85, voilà la rentabilité que eux imaginent. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas attendre une rentabilité immédiate. C'est des fonds qu'il faut conserver entre 3 et 5 ans minimum pour voir le prix des vins éventuellement se valoriser. Ça, c'est la première chose. Et puis après, tout dépend du génie du gérant. Si il a bien senti le marché, vous pouvez avoir des rentabilités intéressantes. Si c'est planté, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer, parce qu'en plus les bouteilles, même... Et on peut même pas boire les bouteilles dans ces cas-là. Vous pourrez à peine les récupérer. C'est-à-dire que, en tout cas, quand vous passez par un fonds commun, vous ne les récupérerez jamais, et quand vous passez par les autres fonds, genre Patrimoine, Cavissima, vous pouvez éventuellement demander à en retrouver certaines, donc ça vous consolera des éventuelles pertes. Il nous reste 30 secondes. La fiscalité sur les produits liés au vin, une fiscalité charpentée, goulayante, comment vous la qualifieriez, vous, Frédéric ? Ouais, elle est assez tannique. Sur les fonds communs de placement, donc c'est la fiscalité des produits de gestion collective, donc la plus-value est taxée désormais au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et vous paierez 15,5% de prélèvements sociaux sur celle-ci. Si il s'agit d'une cave en dur qui est faite pour vous, la plus-value c'est la fiscalité des plus-values mobilières. Donc vous aurez 19% à payer sur le montant de la plus-value et également 15,5%. Vous avez un abattement de 10% par an au-delà de la deuxième année de détention. Et ce qu'il faut savoir que si votre cave n'excède pas 5 000 €, a priori, vous n'aurez pas de taxation.
Voilà. À 40 000 € la bouteille, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. C'est clair. Et bien voilà tout ce qu'il fallait savoir sur ce marché du vin avec Frédéric Durand-Bazin, fin connaisseur. Oui, on rappelle que l'AMF a un petit peu averti tout le monde en disant attention à ces produits de diversification, attention. Référez-vous donc au site de l'AMF. Pas plus de 5 à 10%. Oui. On dit. Allez. Voilà. Moins 0,31% pour le CAC et tout de suite quelques idées de fond. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100%